Merci beaucoup Daniel pour cette approche comparative très stimulante qui nous place cette fois du côté de l'évolution des trajectoires de mobilisation des femmes en particulier, qui nous place donc davantage du côté des expériences vécues, qui me semble extrêmement intéressant également de pouvoir circuler dans cette conférence entre la production de l'islamophobie et les expériences vécues face à l'islamophobie. Alors, comment ça se passe? Parce que je crois que tu avais proposé, Daniel, de traduire. Oui, vous avez pris des notes, allez-y. Non, non, je vois que là, il a pris plein de notes. Je découvre les fonctions de traducteur, c'est pas mon travail. Excellent. Non, mais l'exercice de traduction, surtout quand on a la chance d'avoir une casquette d'imposteur, c'est en fait on dit ce qu'on veut, on dit que la personne l'a dit. Donc Daniel Joly a dit. Donc Daniel en fait a étudié la participation des femmes dites de culture musulmane, ce qu'elle considérait les femmes de culture musulmane, c'est des femmes dont l'origine est celle d'un pays à majorité musulmane. Elle expliquait que entre le racisme et l'islamophobie, il y a vraiment une logique commune, des éléments communs dans cette façon de produire une catégorisation négative des personnes qu'on vit. C'est un processus qui permet de leur attribuer des caractéristiques négatives, et donc ça aboutit à leur stigmatisation, à leur mise à l'écart, à leur déshumanisation, parfois à des violences portées sur historiquement, il y a des marqueurs qui ont émergé, qui ont permis au fur et à mesure de sélectionner les cibles du racisme. Il y a une espèce de racisme scientifique qui prévalait à l'époque des colonies et qui permettait de produire une description physique, mesurée, biologique des personnes que l'on visait. Et quand on sait que beaucoup des personnes ciblées par le racisme, notamment en France, proviennent des anciennes colonies, on ne peut pas occulter le fait que ça a un impact sur le rapport entre population majoritaire et population minoritaire. Dans le travail qui a été produit à propos de la participation des femmes de culture musulmane, en Angleterre, ce que Daniel notait, c'est que le fait que les ressortissants des anciens pays colonisés aient automatiquement accès à la citoyenneté britannique, ça a un impact. Et ça s'est vu au moment des mobilisations dans les années 70-80, où c'est sur un déterminisme de race, de classe, où les gens se mobilisaient aussi. Et donc ces femmes-là, elles participaient pleinement à des luttes pour des droits sociaux, pour des mouvements de résistance salariale, pour des questions qui dépassaient leur groupe immédiat, leur appartenance immédiate. Et donc cet investissement-là, cette participation-là, elle se voit aussi dans le fait que il y a une forte législation en matière de lutte contre les discriminations qui a été mise en œuvre. En tous les cas, on peut vraiment parler d'une culture de la participation. En France, sur la même période, on a une série de grosses différences. La première, c'est que les résidents, même s'ils avaient des cartes de résidents, ils n'avaient pas le droit au vote, et ils n'ont d'ailleurs toujours pas. Et aussi le fait que l'historique de la guerre d'Algérie, comme disait ce matin l'une de nos intervenantes, il est comme cette espèce de fantôme qui vient nous hanter, continuer à animer une espèce d'imaginaire collectif qui est dans le rejet de l'autre. Dans les années 80, ces femmes, elles se sont souvent investies dans des mobilisations, notamment la marche de 83 qui a été un temps fort. Malheureusement, le racisme dont on parle existe toujours, mais il est masqué, occulté par un phénomène qui surgit sur notre scène nationale et internationale, l'islamophobie. Et donc l'émergence de cette islamophobie, c'est intéressant de regarder la manière dont les musulmans y réagissent, comment est-ce qu'ils s'en sont saisis ou non. Et on voit que dans les deux contextes, en France et en Angleterre, il y a eu des réactions très différentes et une émergence d'une parole ou non musulmane qui est très différente. En Angleterre, il y a eu un réel espace qui a été créé avec des organismes de représentation qui ne sont pas parfaits, mais qui ont une certaine légitimité, un certain nombre de mosquées, d'institutions qui sont dans leur giron et qui se sentent représentées par des structures comme le MTI. En France, c'est pas du tout la même chose. Et donc,
il y a cette machine qui s'enclenche de production des stéréotypes, et le foulard, vu dans cette référence-là, eh bien, au lieu d'être un geste individuel, un choix individuel de cette femme, il est perçu, utilisé comme une preuve qu'elle se conforme aux stéréotypes qu'on produit d'elle. C'est-à-dire, si on dit qu'elle est soumise, elle décide de porter un voile, elle porte un voile, c'est bien la preuve qu'elle est soumise. Donc ce foulard, il est vu comme ça. Donc, Daniel présentait aussi deux déterminants, des déterminants internationaux, avec le 11 septembre, les attentats à Londres en 7 juillet, et puis aussi des déterminants nationaux. Dans le cas de l'Angleterre, on y reviendra après, la situation internationale, la lutte contre le terrorisme, c'est important, c'est prégnant, et pour ce qui est de la France, l'espèce d'agenda sécuritaire, il n'a pas été le facteur déterminant dans l'émergence de l'idéologie islamophobe et dans le processus qui a rendu cette idéologie quasi consensuelle. Plutôt, on a l'impression que notre problème avec l'islam est une affaire nationale. Et donc les raisons qui créent un sentiment de méfiance, de défiance, de rejet vis-à-vis de l'islam, c'est une affaire très intime, très personnelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on mobilise souvent l'idée d'exception française, le contexte très français, très cadré, en ramenant immédiatement la notion de laïcité pour le soutenir. Donc les lois de 2004-2010, elles ne s'adressent pas explicitement aux femmes musulmanes, mais dans les faits, ce qu'on voit, c'est qu'elles sont clairement dirigées contre elles, et ça produit des effets collatéraux. Ces effets collatéraux, quels sont-ils? D'abord, ils forcent ces femmes-là à faire un choix, à l'intérieur même de leur communauté, entre celles qui choisissent de le porter ou celles de ne pas le porter, celles qui choisissent de se conformer à la loi, et celles qui choisissent de refuser d'appliquer cette loi. Ça crée du clivage. La seconde, c'est la difficulté de participer à des projets de société si elles portent le foulard. Et donc, cette difficulté dès qu'on veut s'inscrire dans une association, participer à un projet local et ainsi de suite, elle est réelle, elle est vécue au quotidien, et dans ce que disait Patrick Simon hier dans l'étude qu'il avait menée dans Théo, ce discours-là, l'existence réelle d'un préjudice quand on va essayer de s'inscrire à ces associations, au fur et à mesure, c'est intériorisé pour certaines d'entre elles, et ça se voit dans l'élément suivant que Daniel proposait, le fait qu'il y a une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que si on construit à propos de ces femmes un discours qui les montre comme étant marginales, mises à l'écart, reclus sur elles-mêmes, et que ce qu'on produit pour elles dans la société participe à les rendre marginales, toute seule et reclus sur elle-même, c'est à travers ça qu'elle se retrouve, qu'elle se voit, et donc ça s'auto-alimente. Et l'idée qu'en dehors même de son champ d'application, ces lois produisent l'idée que le foulard est problématique. Donc, ailleurs que dans son champ d'application, l'espace public pour le voile intégral, l'école publique pour le voile simple, eh bien, il y a cette idée que, quelque part, le foulard est problématique. J'ajoute deux précisions personnelles. La première, c'est que dans l'immense majorité des cas qu'on reçoit au CCIF sur les cas de discrimination qu'on résout par médiation, les discriminants mobilisent la loi de 2004 et de 2010 hors de leur champ d'application pour justifier leur discrimination. Donc cet effet collatéral, il est bel et bien réel. Le deuxième point, c'est Daniel citait le sondage du CEVIPOF et à propos des perceptions de l'islam qui produisait un chiffre qui était de 74% d'hostilité vis-à-vis de l'islam, ou de perception que l'islam n'est pas compatible avec notre contexte français. Je vous renvoie à un article qui s'appelle « L'islamophobie par le chiffre », et dedans j'essaie d'expliquer les limites de ces méthodologies de sondage. Ce qu'on mesure quand on produit 74% d'hostilité à l'islam, c'est pas 74% d'islamophobes en France. C'est plutôt une mesure de la performance d'un discours politique et médiatique qui produit ces perceptions-là. Donc, pour prendre un minimum pour ne pas penser qu'on va y 74% des gens dehors qui vont nous tomber dessus. Ensuite, sur le contexte britannique, là, ce que disait Daniel, c'est que vraiment le 11 septembre et les attentats à Londres ont créé une peur très forte et ont donné une stimulation
purement émotive qui est venue légitimer une politique antiterroriste. Et il y a plusieurs mesures qui ont été prises. Daniel citait le programme Prevent. Ce programme, il a été renforcé progressivement encore et encore et encore. Et dès qu'il y a des événements qui permettent de renforcer cet agenda sécuritaire, Prevent va être renforcé et devenir de plus en plus invasif. Et donc, lorsqu'il y a eu un meurtre d'un soldat à Woolwich, il y a quelques mois, on a encore monté d'un cran dans les autorisations qui étaient données. Donc ces programmes de lutte antiterroriste, ils ont produit l'idée que les musulmans et les concitoyens musulmans étaient des suspects par définition. Et au lieu de produire un sentiment de marginalisation chez les femmes musulmanes, ça a produit exactement le contraire. Il y a eu une réaction d'engagement, et donc il y avait un mouvement qui a été très populaire en Grande-Bretagne, ça s'appelait Stop the War Coalition, la coalition contre la guerre, qui était contre l'engagement de la Grande-Bretagne aux côtés des États-Unis. Et beaucoup de femmes musulmanes se sont pleinement investies dans ce mouvement, mais vraiment. Avec plusieurs des leaders du mouvement qui étaient des femmes musulmanes et qui n'étaient pas de la première génération de migrants, c'était vraiment des femmes investies localement dans des projets, certaines diplômées, d'autres non, qui prenaient la parole. Et donc Daniel concluait sur le fait que, alors oui, on a des différences de participation dans les deux contextes, et on a des différences dans l'engagement de ces femmes de culture musulmane. Mais malheureusement, dans les deux cas, il y a une constante, c'est que l'émergence de l'islamophobie en tant que phénomène a rendu de plus en plus difficile leur autonomie au sein de leur propre groupe. Et donc ça, c'est malheureusement une caractéristique commune entre eux. C'était plutôt mieux que le mien.